Le président a donc dévoilé son fameux nouveau plan d'investissement de 30 milliards d'euros sur 5 ans, France 2030. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Alors, en quoi ce plan, ce nouveau programme d'investissement, il est différent des deux premiers du mandat du président de la République? On a déjà eu un plan d'investissement de 57 milliards d'euros, c'était en début de mandat, en 2017. Il y a eu le plan de relance, pas d'investissement mais de relance, de 100 milliards d'euros l'an dernier, en pleine crise. Et même on a eu des plans d'investissement sous Nicolas Sarkozy, qu'on appelait PIA, c'est ça? Absolument, les programmes d'investissement d'avenir qui avaient été lancés, pérennisés, confirmés sous François Hollande. En quoi est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'il est différent? Non, pas vraiment. En réalité, c'est toujours des milliards distribués par l'État sur certains secteurs qu'on cible. Là, on souhaite qu'il soit différent, c'est qu'il fonctionne un peu mieux que les précédents. J'ai envie de dire, parce qu'effectivement, comme vous l'avez noté, dès 2017, Emmanuel Macron avait lancé son grand plan d'investissement. Qui s'en souvient aujourd'hui? Plus personne. Il y avait 57 milliards d'euros sur la table qui sont qui ont totalement disparu dans les limbes de l'administration, malheureusement. Et c'est souvent le cas en France, c'est-à-dire qu'on a probablement plein de bonnes idées, mais la tuyauterie administrative fait qu'à un moment, ça se perd, qu'on finit par arroser le sable et qu'on ne voit pas trop les résultats. Sauf que là, il y a deux fois la moins d'argent, parce qu'on parle de 30 milliards et pas de 57. Et là, c'est finalement assez peu. C'est ça, ce que craignaient les industriels à la fin de l'été, c'était qu'on soit sur un PIA 5 assez classique. En fait, les PIA, ce sont des programmes d'investissement d'avenir. Donc, lancer une sorte de grand emprunt, lancé sous Nicolas Sarkozy après la crise de 2008 pour booster l'économie française. La logique, c'est de sanctuariser une poche financière. On emprunte sur les marchés 10, 20, 30, 50 milliards d'euros et on les sanctuarise pour les sortir de la logique budgétaire, que ça ne tombe pas dans la main de Bercy et des parlementaires qui risquent de dilapider l'argent en quelque sorte. Et à Bercy, on craint beaucoup les budgétaires aussi qui, eux, risquent de fermer le robinet. C'est donc une sécurisation pour l'investissement, pour l'avenir. Ça a été transpartisan. On commençait sous Nicolas Sarkozy, François Hollande a lancé le PIA 3, on a eu un PIA 4 sous Emmanuel Macron, et puis là on arrive vers ce qui ressemble beaucoup à un PIA 5. Donc qu'est-ce qu'il y a de différent? Pas grand-chose. Ce qui différencie du plan de relance, c'est que vous avez des mesures en faveur des ménages dans le plan de relance. Et là, ce qu'il n'y a pas dans ce plan d'investissement qui est vraiment axé sur l'offre. Si tous ces plans de relance, d'investissement en série fonctionnaient, on aurait une croissance potentielle plus forte en France. C'est à se demander si ça va probablement à deux chiffres, c'est ça. Et on voit bien que la croissance potentielle, on le rappelle, qui est de 1,3% en France, assez faible. On a du mal à la faire décoller. Certains diront que ça ne sert à rien de faire tout ça. Alors. En tout cas, à 30 milliards, on voit bien que c'est 30 milliards sur 5 ans. Peut-être l'expliquer déjà. On est déjà plus que sur 6 milliards par an, c'est pas grand-chose. Et en 2022, il y aura 3 à 4 milliards dans le prochain budget. En réalité, vous ne faites pas grand-chose avec ça. 30 milliards sur 5 ans, c'est le programme d'investissement de Volkswagen. Je ne sais pas si vous voyez, on a quand même un État. Donc on peut dire que les investissements consentis sont modestes au final. Même si ça a l'air comme ça, il y a un effet waouh en disant waouh, 30 milliards d'euros. C'est très exactement l'effet recherché parce que c'est aussi un objet politique, ce plan d'investissement. Et peut-être d'abord et avant tout, on l'a vu hier à l'Élysée, dans un décorum très léché, un Emmanuel Macron qui avait revêti son costume de candidat, très clairement, qui projetait la France à 10 ans avec une volonté de sortir du déclinisme. C'est aussi une réponse au discours de concurrents d'adversaires comme Arnaud Montebourg, mais jusqu'à Marine Le Pen, qui parle beaucoup du déclin de la France, et Éric Zemmour sur le côté identitaire, pour renouer avec le grand récit industriel de la France. Il a vu que la Startup Nation en 2017, ça fonctionnait assez moyen dans l'opinion publique. Donc là, il essaie de raccrocher la Startup Nation à la réindustrialisation du pays. C'est un peu comme si on rapprochait De Gaulle et Elon Musk, en quelque sorte, dont on parle beaucoup en ce moment dans l'entourage d'Emmanuel Macron. C'est un peu la figure de proue. Le plan n'aurait pas créé SpaceX, quoi. Voilà. Mais est-ce que l'argent ira justement aux futurs SpaceX, aux startups, aux jeunes entreprises, aux PME, aux ETI, aux grands groupes? Oui, et ça c'est tout l'enjeu de ce plan en réalité, ça va être quelle sera l'exécution. Distribuer de l'argent, on sait faire de manière générale depuis assez longtemps. Distribuer efficacement, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça veut dire instaurer en amont une bonne gouvernance. Aujourd'hui, le financement de l'innovation de rupture, car c'est bien ça le fond du sujet de ce plan d'investissement, c'est de trouver ces innovations de rupture qui vont changer le monde. Est-ce que c'est le rôle de l'État de les trouver, de les dénicher? Encore une fois,
C'est le rôle SpaceX n'est pas né, c'est le rôle de l'État de les aider à émerger, de les financer en réalité. Ce n'est pas l'État qui fera le SpaceX de demain, c'est une évidence. Emmanuel Macron d'ailleurs l'a tout à fait reconnu hier. Par contre, les géants de la tech aux États-Unis et SpaceX et Elon Musk ont profité de financement public. Vous avez aux États-Unis ce qui s'appelle la BARDA ou la DARPA qui est en défense, la BARDA pour la recherche pour la santé, qui sont des fonds colossaux versés par l'État, alors pour la défense et pour le militaire, mais dont profite aussi la société civile, le privé. Et c'est ces financements colossaux qui permettent d'émerger. Quand on a une innovation de rupture, on a besoin très rapidement de dizaines, de centaines de millions d'euros qu'on n'a pas en France parce qu'on n'a pas de fonds de pension. Hein, il faudrait des milliards, même très rapidement. Et donc, l'État va être là pour essayer d'amorcer cette innovation de mais rupture. Avec des montants qui ne sont pas avec des montants suffisants. Et en même temps, vous avez dit Voilà. au départ que ce programme d'investissement, il serait resserré, concentré. Et au final, il y a presque 15 priorités. Il y a 10 objectifs et 5 priorités annexes. Tout est compréhensible. C'est ce qu'on craignait au saupoudrage. Décarbonation, énergie, mobilité, santé, agriculture, qui peut être que des choses très légitimes, formation. Mais on se dit que ça arrose large. Et donc, il y a ce mot de saupoudrage, évidemment, c'est le titre. Qui revient beaucoup aujourd'hui, effectivement, alors qu'on nous avait promis quelque chose d'assez resserré. Alors, dans l'entourage du président de la République, que j'interrogeais hier sur ce point, on répondait, écoutez, si vous voulez que je vous fasse un plan en 5 secteurs, je peux vous le redessiner en 5 secteurs. Ce sera la santé, l'agro, l'énergie, la transition énergétique. On n'ira pas plus loin, effectivement. Mais quand on rentre dans le détail, c'est vrai que 1 milliard sur le nucléaire, par exemple, pour les centrales de petite puissance, les SMR. Sur 5 ans, encore une fois, on se dit que c'est effectivement très peu. 6 milliards pour les semi-conducteurs. On a depuis le début de l'année une pénurie mondiale de semi-conducteurs. On annonce 6 milliards sur 5 ans. Très bien. L'entreprise taïwanaise qui arrose 70% du marché mondial a annoncé à elle seule un plan d'investissement de 100 milliards de dollars. Une entreprise. Qui est leader, qui est leader, qui est la plus grosse et qui écrase le marché. Mais on voit bien qu'avec 6 milliards, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose. Encore une fois, l'État ne prétend pas financer entièrement des filières. C'est un appel d'air. Il faut que le privé suive derrière. Il faut que l'investissement Et comment s'assurer que le privé derrière. va suivre derrière? On ne peut pas le savoir malheureusement. Il faut des perspectives de croissance. La gouvernance, le pilotage entre le public et le privé, est-ce qu'il y a un pilotage autonome? Est-ce que tout ça est mis sous la tutelle de l'administration? Comment ça se passe? Comme on le disait, ça va être effectivement clé dans la réussite de ce plan. Et ça, on n'en sait rien pour l'instant. Vous avez aujourd'hui une demi-douzaine de guichets qui financent l'innovation en France. Vous avez BPI France qui fait un travail exceptionnel. Vous avez le secrétariat général pour les investissements d'avenir, qui lui est un peu plus lent à délivrer. Vous avez le secrétariat général du plan de relance, vous avez l'Agence nationale pour la recherche, vous avez les régions. Bref, on a une multiplicité d'acteurs qui arrosent un petit peu le sable. Et donc tout l'enjeu va être de rationaliser, de simplifier et d'accélérer les investissements. Emmanuel Macron hier expliquait que dans les témoignages qui étaient remontés de l'écosystème, beaucoup disaient qu'il faut en France 4 à 5 fois plus de temps pour toucher les premières subventions par rapport à d'autres pays. C'est tout ça qu'il faut revoir. On n'a pas la réponse pour l'instant. Le chef de l'État a indiqué que le gouvernement travaillerait jusqu'à la fin de l'année et donc qu'on aurait une petite équipe. Ça, c'est ce que l'on sait. Emmanuel Macron a appelé à garder l'esprit commando. C'est peut-être ça qu'il faut pour aller plus vite, pour être plus agile. Donc, un ensemble de chercheurs, d'universitaires, d'entrepreneurs, de représentants des grands groupes aussi, et d'experts français et internationaux qui pourraient superviser ce nouvel outil, avec aussi une ouverture des acteurs. C'était très important et c'est ce qu'on soulignait dans l'entourage du ministre hier, c'est que bien souvent ce sont les mêmes acteurs qui viennent au guichet et qui essaient de récupérer la part léonine de ces subventions, EDF pour l'énergie, Airbus pour l'aérien. Ce que veut faire l'Élysée dorénavant, c'est vraiment élargir le scope parce qu'on se rend bien compte que l'innovation, elle vient aujourd'hui des startups, des petites structures agiles et plus du tout des grands groupes et que donc il s'agit maintenant de distribuer l'argent à ceux qui en ont vraiment besoin, qui ont la capacité d'innover. On voit Bruno Le Maire d'ailleurs qui est dans la salle et qui écoute religieusement le chef de l'État. Ce matin, il nous dit, le ministre de l'économie, que ce plan va créer 45 milliards d'euros de richesses supplémentaires d'ici 2030. Donc on se dit que c'est un bon investissement parce que quand on met 30 et qu'il y a 45 milliards de richesses créées, l'effet multiplicateur est intéressant avec des dizaines de milliers d'emplois à la clé. On le prend en mot?
On peut se donner rendez-vous d'ici 2030. 2030, c'est loin et personne ne sera là pour faire, C'est difficile de faire un le chiffrage. comptage. On se Effectivement, demande où c'est ça sort d'ailleurs, très cette idée difficile de faire un chiffrage. Bon, vous savez, Bercy, c'est le ministère de la parole. Il est là aussi pour vendre ce plan. Encore une fois, c'est d'abord et avant tout, je rappelle qu'on est à 200 jours de l'élection présidentielle, un objet politique. Ce plan d'investissement qui n'est même pas un grand plan d'investissement. On peut espérer que ça dégage, moi je le souhaite, tout le monde le souhaite, hein, 45 milliards de richesses formidables. On sait aussi que le financement de l'innovation, c'est arroser large pour quelques pouces. Il faut accepter, le président l'a dit, il faut accepter mais c'est une logique qu'il faut accepter. Les échecs pour quelques succès. Là où il a raison, Emmanuel Macron, c'est quand il explique qu'il faut que ces échecs soient traités le plus rapidement possible et qu'ils soient le moins coûteux possible, qui est la logique totalement inverse de ce qu'on a connu juste en France. On a soutenu à bout de bras des entreprises qui étaient condamnées, mais encore une fois, politiquement, dans certaines circonscriptions, c'était très difficile de les lâcher. Il vaut mieux couper le bras à gangréner tout de suite, effectivement, ça coûtera moins cher pour mieux rebondir derrière. Politiquement, c'est intéressant, on finit là-dessus, Raphaël, mais je pense aux Français qui nous regardent ou qui se disent, tiens, en ce moment, le vrai sujet, c'est la crise énergétique, c'est le pouvoir d'achat. Entendre le président comme ça parler de l'industrie, des startups, des champions français de 2030, c'est pas un peu décalé, éloigné des problématiques et des problèmes des Français aujourd'hui? C'est tracer un cap. Toute la stratégie d'Emmanuel Macron pour 2022, c'est d'enjamber l'élection présidentielle. Le rôle du chef de l'État, c'est aussi de donner un cap. Édouard Philippe, qui a monté son groupe la semaine dernière, l'a appelé Horizon. Et c'est vrai qu'en sortie de crise, on est à un moment où les États investissent énormément, les grandes puissances en tout cas investissent énormément. Je pense évidemment à la Chine, aux États-Unis. On voit bien que la France n'a absolument pas la puissance financière pour vivre au milieu de ces deux géants. Donc la réponse, elle sera en réalité européenne. Mais pour revenir à la crise énergétique, qui est aussi un enjeu européen, vous avez eu quelques réponses ponctuelles. Il faut rappeler que cette crise énergétique, on espère la dépasser à partir du printemps prochain. Il y a un hiver difficile à passer. Le chèque énergie a été renforcé. Bruno Le Maire propose de dynamiter le marché européen de l'électricité. La Commission européenne doit faire des propositions aujourd'hui pour changer cette règle lui qui peut répondre. paraître à peu près un peu aberrante, à savoir que le prix de l'électricité en France est indexé sur le dernier kilowattheure. Effectivement, c'est ce qui permet à EDF aussi cet hiver de probablement faire quelque chose comme 4 milliards de bénéfices parce que EDF vend son électricité à l'étranger et c'est ces milliards qui permettront aussi de lisser la facture pendant l'hiver et d'éviter l'explosion de la facture d'électricité au mois de février. L'électricité est revue chaque année au début du mois de février. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Le marché européen de l'énergie, c'est ce qui permet aussi à la France d'éviter 40 jours de blackout par an. Si on n'avait pas l'électricité de nos voisins européens à disposition, on ne pourrait pas peut-être aujourd'hui éclairer ce très beau studio. Donc, c'est un sujet un peu plus complexe. Pour nous illuminer de vos idées. Merci beaucoup. Merci David. Merci et beaucoup d'explications. Signé Raphaël Legendre, donc journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt. Salut.